Donc si vous entendez un accent, c'est normal, je suis québécois. Par contre, j'habite votre beau pays depuis 16 ans déjà. D'ailleurs, j'habite, ça c'est juste à côté où j'habite Villers-Venant, près de Grenoble. Je mets toujours une photo parce que... Bon, je vous ai fait souffrir avec le test navette. Je suis co-auteur du test navette avec le professeur Léger. Le professeur Léger, moi je l'appelle Luc, mais c'est autre chose. Et il y a d'autres choses aussi. Puis surtout, je suis président de la société Activity Lab qui développe des outils qui pourraient vous être utiles. Je vous rappelle la définition de l'OMS, qui m'apparaît importante. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 1946. En passant, on m'a dit qu'on ferait la présentation beaucoup sur France-Québec. Je vais en parler un petit peu. C'est ce que je vais faire dans les 2-3 prochaines diapos, mais par la suite, je vais plutôt vous donner mon opinion personnelle, qui vient d'un Québécois, donc c'est un peu le Québec, mais pas nécessairement parler de tout ce qui se passe au Québec. Bon, en France, il y a eu le sport sur ordonnance. Si je ne me trompe pas, la première promulgation, tentative de promulgation, c'était il y a 1 an et demi. Puis récemment, ça a été un peu plus officiel. Et au Québec, on a eu quelque chose aussi. Donc la loi Fourniron, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. Au Québec, il y a quelqu'un qui est très actif, qui n'est pas, en passant au Québec, l'équivalent des enseignants à PAL. Vous connaissez le nom? Kinésiologue. Kinésiologue. Donc, c'est pas un kinésiologue, mais c'est quelqu'un qui est qui est un promoteur de l'activité physique. Il s'appelle Pierre Lavoie. Il a inventé ce qu'on appelle les cubes d'énergie. Un cube d'énergie, c'est 15 minutes d'activité physique. Et il est promoteur de l'activité physique au Québec. Et Pierre Lavoie et son organisation ont conclu un partenariat avec les médecins omnipraticiens du Québec qui prescriront de l'activité physique sous forme de cubes d'énergie. Donc, par exemple, il va prescrire tant de cubes d'énergie par jour, tant de cubes d'énergie par semaine. Mais ce que j'écris, c'est que dans les deux cas, il y a, contrairement à la prescription médicamenteuse, qui est remboursée, en totalité ou en partie, par la sécurité sociale et par la mutuelle, en ce qui concerne, du moins pour le moment, il n'y a pas de remboursement d'euros ou de dollars, ni en France, ni au Québec. À mon avis, c'est le principal frein. Si on dit à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de l'activité physique, puis que de l'autre côté, il y a la possibilité de prendre un médicament pour baisser sa tension artérielle, et que ça, c'est remboursé, et qu'il n'a pas de bonnes habitudes de vie, et c'est pour ça qu'il a de l'hypertension, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que vous avez la réponse. Moi, je pense que c'est le principal frein. Évidemment, il y a le sport sur ordonnance, les villes se sont impliquées, certaines mutuelles se sont impliquées. La MAIF, depuis plus d'1 an maintenant, a une plateforme qui permet à leurs bénéficiaires qui ont des affections de longue durée d'avoir un remboursement de 500 € pour se faire accompagner dans leur activité physique. Mais pour le moment, ça reste tout petit par rapport à l'ensemble des personnes qui prennent des médicaments. Mais c'est déjà ça. Bon, on a parlé des patients et des... En passant, si vous avez des questions, vous levez la main. Hein. Puis même pendant la présentation, vous avez l'habitude d'après, mais si vous voulez le faire pendant, moi, ça ne me dérange pas. Ça va? Pas de souci avec ça. L'objectif des patients, je pense que c'est d'améliorer la santé. Votre objectif à vous, c'est quoi? Améliorer leur santé. Oui, évidemment. Évidemment. Mais qu'est-ce qui... Il manque certaines... À mon avis, il manque certaines petites choses. L'objectif des professionnels, vous en particulier, être plus reconnu par le milieu médical et la société. Est-ce que ça vaudrait la peine, ça? Je pense que oui. Parce qu'actuellement, on considère la santé curative comme étant la santé préventive comme
D'ailleurs, le ministère, savez-vous que le ministère de la Santé, autant au Québec qu'en France, avait un budget, avait 30% du budget, sauf le service de la dette qui prend beaucoup, en 1982, et qu'en 2012, c'est 50%. Donc on dit, on s'occupe plus de la santé. Est-ce que c'est toujours de la santé préventive ou surtout de la santé curative? Pour moi, c'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec parce que si on mettait 30%, si on avait fait bien notre travail, les gens seraient moins malades. Mais là, il semble-t-il qu'ils sont plus malades. Donc, on met encore plus d'argent et ils sont de plus en plus malades. Donc, ça veut dire, à mon avis, on s'en va dans un mur. Parce que si on met beaucoup d'argent sur le curatif, etc., et peu sur le préventif, peu sur vous, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on coûte de plus en plus cher. Les gens sont moins en forme qu'avant. Le Clégé a présenté au dernier congrès des kinésiologues la capacité aérobie de l'ensemble de la population, mais particulièrement des collégiens et lycéens. Et ça descend, depuis 20 ans, 30 ans, ça descend. Les jeunes sont de moins en moins en forme qu'avant. On est en train de former des futurs malades. Ben, pour moi, vous avez besoin de reconnaissance, et la reconnaissance, elle est liée à quoi? À la compétence, à l'utilité de la société, et je pense à une bonne rémunération. Ben, la compétence, il faudrait que vous deveniez le principal intervenant reconnu en activité physique pour la santé. Vous êtes d'accord ou plutôt, je pense. Est-ce que c'est le cas actuellement? C'est flou. C'est vraiment flou. L'utilité à la société, ben c'est ce que tu disais tout à l'heure, aider les patients, ajouter... Ah oui, moi j'aime bien, ça vient de Clégé. Pas seulement d'ajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Rappelez-vous la définition de la santé. C'est pas seulement être malade, mais pour moi, je définis ça comme ça. Pour moi, ma santé, c'est d'être capable d'atteindre mes propres objectifs. Moi, vous avez vu où j'habite. Donc moi, c'est pour être capable de monter la montagne tous les jours. Je ne le fais pas tous les jours, malheureusement. Mais je le fais au moins une fois par semaine, je monte jusqu'au sommet. Donc, au sommet, un des sommets, un des cols. En courant, en marchant et en ski. Je l'ai fait en ski samedi dernier. Une bonne rémunération, ben, à mon avis, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas rémunéré au même niveau que les kinésithérapeutes. Est-ce que c'est le cas actuellement? Ni au Québec, ni en France, c'est pas le cas. Oui, mais... Je conçois. Moi, je vais faire du sport adapté à des insuffisants respiratoires, et mon kiné me dit, mais je vous montre mon travail. Présentez-vous, monsieur, vous faites... Marcel, de l'association Adia-Famille. Ok. Et vous êtes vous-même? Et je suis insuffisant respiratoire oxygéno-dépendant. Ok. Je vois là. Et donc, on fait faire de la gymnastique adaptée 4 fois par semaine, et les jeunes choisissent ce qu'ils veulent faire et le jour où ils veulent le faire. Ben, un des soucis, c'est ce que je dis actuellement, c'est que c'est la compétence, l'utilité de la société et la rémunération. Actuellement, la compétence n'est pas reconnue, mais peut-être votre compétence s'est améliorée encore, j'imagine. L'utilité à la société n'est pas encore démontré qu'un appareil, un enseignant appareil est plus utile qu'une autre personne pour faire de l'activité physique, et c'est un problème. C'est un problème de reconnaissance, c'est ce que je dis. Et le troisième, ben, c'est après ça, ben, une fois après ça, on est payé en conséquence. Mais c'est le même problème pour les kinésiologues au Québec, actuellement. Dans certains hôpitaux, dans certains centres de réadaptation cardiaque, les APA et les kinés sont traités de la même façon. Mais la plupart du temps, il y a 300-400 euros de différence. Ça va? Ben, ce qui manque aux APA, à mon avis, c'est des actes réservés, des outils réservés et éventuellement un ordre professionnel. Au Québec, est-ce que vous pensez que c'est fait pour les kinésiologues? Non. Mais par contre, ils y travaillent très fort.
l'objectif, un des principaux objectifs de la fédération, la FKQ, la Fédération des kinésiologues du Québec, c'est de se faire reconnaître comme un ordre professionnel. Et lorsqu'on a un ordre professionnel, il y a des actes réservés, auxquels correspondent des outils réservés. Puis après ça, ça fait que, dans certains cas, ce travail-là, c'est un travail d'appât, c'est pas un travail de kinésithérapeute. En passant, je vois des gens prendre des notes. Vous pouvez prendre des notes, il n'y a pas de souci. Mais je vous donnerai accès à un lien. Oui. Il y aura deux façons de faire. Si vous voulez obtenir... Pardonnez-moi. Le PowerPoint. Si vous voulez obtenir le PowerPoint et ou, comme professionnel, comme enseignant à pas, accès à l'application que je vais vous présenter, la première version de l'application est gratuite. Donc, vous pourrez, ou en notant un peu plus tard, ou en écrivant votre nom ici. Un des deux. Ou le deux. En passant, j'écris, si vous allez remarquer, j'écris pas mail, j'écris courriel. J'insiste et je sais. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez le faire pendant la présentation. Moi, j'aime mieux. Hein? Donc, ne vous levez la main, c'est pas un problème. Exemple d'outil de l'évaluation des mètres. L'outil que nous avons développé permet l'évaluation des mètres. C'est clair ce que c'est un mètre? Je vais quand même faire une petite définition. Un mètre, c'est la consommation d'oxygène au repos. L'activité physique peut se mesurer en mètres, la capacité aérobie maximale, VO2 max, peut s'évaluer en mètres. Puis pour vous donner une petite idée, en gros, approximativement, 1 mètre égale 1 km/h de VMA. C'est clair la VMA? La VMA, la vitesse maximale aérobie en course à pied sur le plat. Parce que si vous montez, si vous allez à 10 km/h à 15% de pente, ça coûte environ 16, 17, 18 mètres. Ça va? Donc c'est pas la même chose. Donc, 1 mètre, c'est la consommation d'oxygène de repos. C'est ce que vous consommez actuellement. En passant, ça, c'est pas la première fois que je le fais, mais je pense que je vais le faire maintenant. Il faut faire de l'activité physique, c'est vrai, mais il ne faut pas rester sédentaire. Ça veut dire quoi, il ne faut pas rester sédentaire? Ça veut dire qu'il ne faut pas rester assis trop longtemps. Vous avez compris? Ça veut dire que vous vous levez seulement 5 secondes, vous étirez, puis on se rassoit. Allez. Allez, ça fait du bien. Si quelqu'un peut nous faire passer dans 10 minutes, ce serait bien, on le refait. Non, mais des fois, on est très théorique, mais on n'est pas assez pratique. D'ailleurs, ce matin, Jessica et Marion, qui sont les gentilles étudiantes en Master 2 qui sont venues me chercher à l'aéroport, m'ont dit que votre formation, elle était très bien, mais elle manquait un peu de pratique. Les mètres au quotidien. Monter normalement un escalier, comme ceci, ça coûte environ 8 mètres. Ça va? Alors, imaginez que si votre capacité aérobie est de 3 à 5 mètres, c'est impossible pour vous de faire un étage d'escalier sans s'arrêter. Si votre capacité aérobie est de 6 à 8 mètres, c'est essoufflant. C'est possible, mais c'est essoufflant. Si vous êtes de 9 à 12, c'est un effort normal. Si vous avez 13 mètres, c'est plus. C'est facile. Il y a des études qui vont le démontrer, je vais le montrer un peu plus tard. Il est plus important pour la santé d'avoir une bonne capacité aérobie en mètres que de dépenser des calories ou que de faire 10 000 pas par jour. En passant, vous savez d'où ça vient les 10 000 pas par jour? 1964, Jeux Olympiques de Tokyo. Le ministre des Sports dit, on accueille l'élite mondiale. Le ministre de la Santé dit, mais ce serait peut-être bien de faire quelque chose pour nos concitoyens, pour l'activité physique pour eux, mais pas pour l'élite. On ne sait pas d'où ça vient, mais on dit, on va lancer quelque chose, sans études, 10 000 pas par jour. C'est de là que ça vient.
Et d'ailleurs, il y a une étude qui a démontré qu'effectivement, pour le moment, les Fitbit ne donnent pas grand-chose sur l'amélioration de la santé. Les Fitbit, les bracelets connectés, etc. À mon avis, c'est plus important d'augmenter sa capacité aérobie pour être capable de marcher que de marcher beaucoup pour être capable pour augmenter sa capacité aérobie. Aujourd'hui, je suis rendu quand même à 4678 pas. 4800. Je compte quand même. Mais moi, je fais à peine 10 000 pas par jour. Pourquoi les MET? Est-ce que c'est relié à la santé? Il y a une grande étude qui a été faite par Kodama, c'est pas une étude, c'est une méta-analyse exactement, sur 100 000 sujets, qui a démontré qu'un MET de plus, ben c'est 13% de moins de mortalité et 15% de moins de maladies cardiaques. Donc, ça semble être relié à la santé. Une autre étude ici, ben, là, je n'ai pas mentionné l'étude, mais d'après François Carré, qui travaille beaucoup en collaboration avec nous, un cardiologue assez connu. J'espère que si vous ne le connaissez pas encore, ça vaut la peine de taper sur Google et d'aller voir certaines des vidéos qu'il a fait. Et il est entre autres co-organisateur de Cœur, Exercice et Prévention, qui aura lieu, le prochain Cœur, Exercice et Prévention aura lieu le 23-24 mars prochain à Paris. Et je vais donner une conférence, normalement, ça se confirme cette semaine, je vais donner une conférence aux cardiologues et un atelier pratique, également un atelier pratique. Et il y a également une étude, je ne l'ai pas mentionné là, mais il y a une étude suédoise qui est sortie en 2016, qui a suivi des gens à partir de 1967, ils avaient 44 ans à ce moment-là, jusqu'à 99 ans pour ceux qui étaient encore vivants. Ils se sont aperçus que plus l'espérance de vie pouvait augmenter de 6-7 ans, vous voyez le premier tiers de ceux qui ont des capacités aérobies les plus faibles, le moins de mètres, et ceux qui en ont le plus, ils pouvaient vivre jusqu'à 10-12 ans de plus, ceux qui avaient des capacités aérobies plus élevées. Donc, ça semble être relié à la qualité de vie. Ah oui, puis la qualité de vie, non, excusez, je vais un peu trop vite. C'est ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Il y a une étude qui démontre que c'est plus important d'avoir une bonne capacité aérobie que de faire beaucoup de volume d'activité. La qualité avant la quantité. Les coûts. À un moment donné, M. Carré, François, si je le connais bien, me paraît donc intéressé d'intégrer la capacité aérobie en mètres au bilan classique et à l'estimation du risque individuel. Pour lui, c'est un facteur, pour lui, les mètres, c'est un facteur intégrateur. Autrement dit, l'hypertension et l'étude de Kodama, dont on a parlé tout à l'heure, démontre que c'est un meilleur, les mètres, la capacité aérobie en mètres est un meilleur prédicteur de l'espérance de vie et de la maladie cardiaque et des risques de maladie et de mortalité que l'hypertension ou le taux de cholestérol. Qu'on semble remettre en question le taux de cholestérol. Ça, c'est autre chose. Si vous voyez, vous pouvez voir le documentaire sur Arte qui est passé il y a 2 semaines, vous pouvez encore le taper, là, ça vaut la peine de regarder ça. Qui l'a vu? Les autres, allez le voir. Ça vaut la peine de le regarder. Puis maintenant, nous, Activité Lab, nous avons l'outil pour faire ce dépistage systématique à partir des mètres, à coût raisonnable. Et pour vous, pour la première version, sans. Pourquoi les mètres, c'est la qualité de vie? Une étude récente, c'est nous qui l'avons fait. On a testé 153 personnes dans le Vercors, dans la région, et on a fait aussi, on leur a fait passer un questionnaire sur la qualité de vie de SF36. Il y a le POMS aussi qui existe, qui est intéressant. Et on s'est aperçu qu'il y avait une relation très intéressante entre les METs et la qualité de vie. Et encore plus, le pourcentage des METs santé. Mais ça, si vous voulez savoir ce que c'est, vous viendrez à la démonstration ce midi. Midi, ça va sans doute vers midi et quart, dépendant quand les sujets arrivent. On va faire une démonstration de l'application, comment évaluer des personnes avec peu de matériel, juste des steps. Ça va? De différents. Et 6 personnes à la fois. Mais on peut aller jusqu'à 12. Ah oui, et économie, il y a aussi une étude américaine qui démontre sur des patients cardiaques que les coûts de santé annuels sont de 500 $ de moins en moyenne si vous augmentez de mètre.
votre capacité aérobie. C'est une étude transversale non longitudinale. Et encore mieux, si vous êtes en bas de 8 mètres, ben, si vous augmentez d'1 mètre, c'est 1 500 $ de moins de coût en moins. On a peut-être quelque chose à faire pour démontrer l'utilité des enseignants par de ce côté-là. Juste ici, une petite moyenne. Quelle est la moyenne en mètres dans la population en général? Ben, vous voyez que c'est 11,5 chez les hommes à 20 ans et 6 à 80 ans. Et chez les femmes, 9,9 et 5,4. Ma maman a 25 ans. 85 ans. Et elle a 9,5 mètres. Il y a 10 ans, à 75 ans, elle avait 6 mètres. Elle a augmenté de 60% entre 76 ans et 79 ans. Puis c'est étonnant, elle se maintient depuis ce temps-là. Elle ne fait pas 10 000 pas par jour. Elle fait 2 entraînements par semaine qui durent une quarantaine de minutes. Elle est rendue à son 80e plan d'entraînement que je lui fais. Hein? 85 ans. 30-30-25, c'est ma façon de compter. Tout le monde a 30 ans. Alors moi j'ai 30-29. Je vais avoir 30-30 dans 5 semaines. Je vais avoir 30-30 ans dans 5 semaines. OK. Un athlète de sport aérobie peut avoir entre 20 et 27 mètres, et les personnes symptomatiques dans certaines maladies peuvent avoir 3 mètres. Regardez ici la relation entre le risque relatif de décès et les mètres. Si vous avez 6 mètres, c'est moins. Votre risque relatif est à 5. Si vous êtes à 13 mètres, c'est plus. Il est à peine au-dessus de 1. Mais regardez la grande différence, c'est lorsque vous passez de 6 à 8. Si vous passez de 6 à 8, c'est là qu'il y a la plus grande marche à faire. Par la suite, on y gagne un peu, mais on y gagne un petit peu moins. Et la même étude sur les coûts, c'est l'étude sur les coûts dont je vous parlais tout à l'heure. On descend beaucoup jusqu'à... Il faut obtenir au moins 8 mètres. 8 mètres semble, c'est d'après François Carré, 8 mètres c'est quelque chose qu'il faudrait maintenir toute sa vie. Mais si on veut avoir 8 mètres à 80 ans, en général, est-ce qu'il faudrait avoir un petit peu plus avant? Mais on veut ça. C'est mieux. C'est mieux. Mais c'est vrai que c'est toujours facile. C'est vrai que ma maman avait 6 mètres à 76 ans. Mais... Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre les mètres et la distance au test de marche? Il y a une corrélation très grande, mais la corrélation est relativement grande. Mais en gros, oui, si quelqu'un est incapable de faire environ 400 mètres, c'est 400 mètres en 6 minutes, c'est 4 km/h. Ça va donner environ 4 mètres. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est environ ça. Mais il y a une limite avec ce test-là pour les personnes qui sont plus en forme. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas capable d'aller plus vite. C'est difficile de marcher à plus vite que 6 km/h. Mais le test navette avec les allers-retours n'est pas tellement adapté à mon avis. Je vais vous présenter quelque chose de plus intéressant. Attention, je dis ça, puis je suis co-auteur du test. Hein. Mais c'est... Quel est le problème pour ceux qui connaissent le test navette? C'est 20 mètres. Est-ce que ça peut être traumatisant pour certaines personnes? En plus, il commence à quelle vitesse? Si vous vous rappelez, il commence à 8 km/h. 8 km/h, environ 8 mètres. Est-ce qu'il y a bien des patients qui ne sont pas capables de faire 8 mètres, donc c'est déjà trop? Mais nous, par exemple, on fait un test navette sur 10 mètres. Avec les mêmes Avec une adaptation. Oui, donc ça fait 4 km/h, c'est déjà mieux. Mais il y a certains patients, mais malgré tout, l'aller-retour, à mon avis, n'est pas très adapté à beaucoup de personnes. Bon, EvalDM, c'est notre application. Disponible gratuitement pour les enseignants à pas sur iTunes Store et Google Play. Par contre, sur Windows, non. Ceux qui ont des téléphones Windows, je ne peux rien faire. Vous avez un code d'accès pour les professionnels, vous pouvez y aller, vous avez juste à noter TLS31. Vous allez voir, vous y avez accès. Je vous explique un petit peu ce que ça fait, mais je ne vous expliquerai pas beaucoup parce que je veux que vous veniez à la démonstration ce midi. On peut faire une création profil. Bon, on peut faire... Autrement dit, ça s'adapte à toutes les personnes, que ce soit un sportif, un sédentaire
ou un insuffisant cardiaque. Et on peut faire l'évaluation sur vélo, rameur, tapis roulant, une marche d'escalier, un step. Ça va? Automatiquement, un bilan PDF est généré. Une copie est envoyée au professionnel, une copie est envoyée au patient, automatiquement. Si vous avez le Wi-Fi disponible, ou la connexion 3G. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'éventuellement, on est en négociation. Jean-Paul, excuse-moi, je te cherchais, disait tout à l'heure, moi, les Québécois sont très prénoms et tutoient, mais tutoient gentiment. C'est pas un manque de respect. Jean-Paul disait tout à l'heure qu'il s'intéressait aux objets connectés, aux mutuelles, etc. Nous sommes en négociation actuellement avec 2 mutuelles pour l'utilisation de notre application et la formation des enseignants à part de leur réseau. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on fasse une estimation. Il existe déjà un questionnaire. On ne l'a pas encore fait, ça. Hein. C'est un projet. Une estimation de la capacité Ruby en mètres. Après ça, on envoie les gens pour se faire évaluer. C'est un peu quoi, ça? C'est un peu comme vous faites une prise de... vous n'êtes pas très bien, on vous fait prendre une prise de sang. Et là, c'est la même chose, on fait une évaluation. Et après ça, il peut y avoir des séances à distance. C'est possible, mais moi je crois qu'il faut de l'intervention. Un projet que nous avons fait à l'Université de Montréal a démontré que lorsqu'il y a un intervenant, il y a beaucoup plus de chances que les séances soient faites. Sans intervenant, c'était 5%, avec intervenant, 93% des séances réalisées. Il peut avoir un intervenant à distance. Il y a des méthodes, nous, c'est pas encore, c'est en projet tout ça. Et après ça, une réévaluation bilan. Accompagnement des enseignants à part, après une prescription par le médecin. Puis tout à l'heure, tu vas nous en parler. Et nous, c'est évidemment avec un être humain. Jamais, objet connecté sans êtres humains, moi j'y crois pas. Que ce soit clair, moi j'y crois pas. Bon, ça va marcher pour 5% des gens. Éventuellement, nous, quand on aura tout notre système, on va faire l'estimation, puis après ça, on va les envoyer vers des enseignants à part, en numéro. C'est un projet. Mais qui doit intervenir auprès de quelle population? Bon, moi, je me suis penché sur la question et j'ai demandé l'avis à François Carré. Donc, pour ça, là, on a parlé surtout des maladies métaboliques. Ça va? Donc, notre avis, c'est à peu près ça. Vous voyez les APA, éventuellement les kinés. Pour les insuffisants rénaux, les insuffisants respiratoires, les insuffisants cardiaques, les artéritiques, les coronariens, les diabétiques de type 2, les syndromes métaboliques, les sédentaires, les actifs et les sportifs. Et nous avons mis plutôt en orange pour ceux qui devraient être pris en charge par les APA et peut-être en bleu pour ceux qui pourraient être pris en charge par les éducateurs sportifs. Et vous avez en ordonnée les METS moyens de ce type de population. D'après, ça c'est... pour ce qui est à droite, c'est plutôt moi qui ai estimé les METS. Et pour ce qui est à gauche, c'est l'opinion de François Carré. Cardiologue. Excusez-moi. Oui. Je permets d'intervenir. Il y a une dimension qui manque de manière générale chez l'enseignant à part. C'est toute la dimension qu'il a issue de sa compétence en tant que prof de PS. Tout ce qui est apprentissage, d'une part, donc la connaissance des activités, de la logique de l'activité et sa capacité à enseigner l'activité et à apprendre des compétences liées à l'activité, d'une part. Et d'autre part, c'est une compétence aussi en termes de réinsertion et de lien sur l'extérieur, c'est-à-dire faire des activités, c'est bien, il y a une prescription, pourquoi pas, mais que va devenir la personne après? Tout à fait. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, et ça, c'est pas le kiné qui va le faire. Ah, sûrement pas. On est d'accord? Et un éducateur sportif ne le fera pas aussi bien. Donc, je partage tout à fait cette diapo, mais dans les prénoms
dimension-là, cette dimension-là. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir une formation un peu à l'ancienne, où il y avait beaucoup d'activités sportives, donc on a cette compétence-là, c'est que les étudiants vont peut-être un petit peu moins. Quand on parle d'une activité physique, il faut être capable de savoir de quoi on parle. C'est pour ça que moi je vais de l'avant pour tout ce qui est à gauche, c'est-à-dire les personnes les plus fragiles, évidemment l'intervention à part. Mais je pense que David est d'accord avec moi qu'il faut avoir une relation entre les APA et les éducateurs sportifs et savoir qui à quel moment. Et moi je vais vous donner un avis, ça c'est notre avis à François et à moi, hein. Mais il peut avoir un autre avis aussi. Non, on a décidé de plonger puis de dire, nous, où est-ce que les APA devraient être prioritaires et où est-ce que les éducateurs sportifs peuvent ou pas intervenir. C'est notre avis, hein. Et il y a aussi une chose, c'est que, bon, pour ma maman, je parle souvent de ma mère, elle fait son tapis roulant 2 fois par semaine parce qu'elle fait son tapis roulant parce que c'est ce qui fait le plus son affaire. Moi, j'ai dit, mais maman, après ça, tu pourrais aller faire des randonnées en montagne, etc. Parce que je l'ai amenée ici faire une randonnée dans les Alpes, randonnée en montagne. Elle était capable de faire une petite randonnée en montagne sans souci à plus de 80 ans. Elle ne l'avait jamais fait. Mais ça lui suffit de faire ces 2 fois 40 minutes par semaine. Le reste du temps, elle fait toutes les activités dans la maison, elle tient maison, sans souci. Puis, et ça lui suffit. Mais certaines personnes veulent, j'en fais partie, se servir des capacités qu'on a développées. Ben, moi, c'est pour monter la montagne. D'autres, c'est pour faire du jardinage. D'autres, c'est pour monter le Mont Blanc. D'autres, c'est pour être capable de ne pas prendre l'ascenseur et prendre les escaliers à la place. Il y a des activités, à mon avis, où est-ce qu'on doit améliorer. J'ai presque fini. Je suis rendu à 32 minutes, donc il me reste 8, puis il y a eu des questions pendant. David, il me regarde, mais moi je sais où je vais là. Donc, il y en a qui préfèrent. Donc, il y a des activités, à mon avis, d'amélioration des capacités. Et ces capacités-là, par la suite, servent à faire les activités qui intéressent chacune des personnes. Et c'est pas à nous de choisir quelle activité intéresse chacune des personnes. Bon, j'aimerais bien que ma maman vienne faire de l'escalade en montagne. Non. Non. Peut-être pas. Juste pour vous dire que il y aura aussi Activité Lab Pro. C'est une application, mais sur tablette celle-là, parce que ça prend trop de place, qui premièrement va faire de l'évaluation de groupe, donc évaluer jusqu'à 12 personnes en même temps. La première dont je vous ai parlé, c'est une personne à la fois. En passant, et celle-là, ça permet de faire jusqu'à 12 personnes en même temps, et éventuellement de permettre, tout en laissant la place à l'innovation à chacun des enseignants à part, de faire de la prescription aussi à partir de ça. Mais ça, ce sera prêt en janvier. La première version. Éventuellement, ben, si vous voulez, je commence à faire des formations, si ça vous intéresse, ben, en allant sur notre site ou en écrivant sur la petite feuille que je vous ai laissée, ce sera possible d'organiser quelque chose en collaboration avec David et la faculté peut-être. Et pour les professionnels également. Et je finirai par ceci. Il faut bien manger. Souvent on dit qu'il faut bien manger et faire de l'activité physique. Moi je ne suis pas d'accord. Il faut bien manger et bien faire de l'activité physique. Et vous êtes les acteurs principaux, à mon avis, à ce sujet-là. Là c'était juste pour obtenir ce PowerPoint. L'information est sur les formations. L'accès, vous allez à www.activitélab.com/TLS31. Puis ou remplir la feuille qui circule. J'ai bien fait mon travail. Si je ne me trompe pas, j'ai fini et il me reste 5 minutes 39 de questions.
Sauf que dans les négociations actuelles, le risque qui est encouru par rapport justement à la répartition des prérogatives d'intervention sur chaque type de pathologie, on a une inversion entre les kinés et les APA. Et donc toutes les négociations et la dureté des négociations portent sur cette question-là, par rapport au fait que les kinés seraient préférentiellement dans une intervention qui touche à gauche, les déficits fonctionnels, et les APA seraient en quelque sorte plus à l'intermédiaire entre les kinés et les éducateurs sportifs. Je vous ai donné mon avis. Hein. Mais bien évidemment, la réalité sur laquelle on risque de s'engager, c'est plutôt une inversion, malgré le fait que effectivement, la communauté des APA, qui sont quand même à l'origine du concept et de la mise en place des formations, n'aura pas nécessairement raison dans les négociations. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne va pas vers ce tableau-là nécessairement. On va vers un tableau un peu plus. Moi, je vous dis que c'était l'avis de François Carré et de Daniel Mercier. Bien sûr. Et c'est aussi l'avis, ce que je veux dire, c'est aussi l'avis de l'ensemble des enseignants en France. Je pense que, je ne sais plus, j'ai vu là-bas, oui. Oui, Yves, représentant des professionnels sur la région Occitanie. Il y a deux choses. La première, je pense que les patients ne s'y tromperont pas. C'est-à-dire que quand vous demandez à un malade respiratoire chronique ce que lui apporte le kinésithérapeute ou ce que lui apporte l'enseignant à APA, le patient sait très bien répondre ce qu'il va chercher chez l'un ou chez l'autre. Donc a priori, les bénéficiaires savent faire la distinction. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je rejoins assez Rémi sur le fait que l'APA n'est pas que métabolique. Et c'est vrai que la présentation des choses, actuellement les décrets sont sur des limitations fonctionnelles, je suis désolé, mais l'APA n'est pas que limitation fonctionnelle, et la présentation telle qu'elle est faite, que j'apprécie beaucoup, là, ce tableau-là est très, très parlant, par contre, il n'est que métabolique. Et à un moment donné, il faut aussi qu'on arrive à défendre cette identité qui fait que l'APA intervient sur beaucoup d'autres choses que l'aspect métabolique. Le dernier point, et c'est peut-être celui qui me dérange le plus, j'ai bien conscience que chaque profession a besoin de repousser l'autre profession en dehors de son champ de compétences pour avoir sa reconnaissance, son champ de territoire, son champ d'intervention. La difficulté, c'est que la démarche qui est actuellement mise en place par les politiques françaises et que vous reprenez avec ces cases-là, c'est qu'on met les gens dans des cases. Et qu'au jour d'aujourd'hui, l'important, c'est que nos patients pratiquent de l'activité physique, j'allais dire, dans le plus de contexte possible, qu'il y ait le plus d'offres possible, qu'il y ait le plus de professionnels qui soient en mesure de leur apporter une offre, et que le risque qu'on a en mettant les professionnels dans les cases, c'est à un moment donné d'interdire aujourd'hui des pratiques pour des gens qui sont lourdement malades cardiaques, lourdement malades respiratoires, lourdement handicapés, qui peut-être un jour ne pourront plus faire du ski sur les montagnes que vous fréquentez tous les jours, parce que la personne qui est compétente pour les accompagner sur les pistes n'aura plus le droit de le faire. Mais moi, ce qui m'inquiète, une des raisons pour lesquelles on a fait ça, François et moi, c'est tout simplement que pour le moment, c'est plutôt le contraire. Ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à éjecter l'APA. Donc, il faut lui donner de la place. Donc, si actuellement, parce que faut vous raconter quelque chose. J'ai un ami qui travaillait à la salle de cinéma de Villard-de-Lans, et pas très en forme, etc. Il se fait mettre un stent. Il s'en va, puis après ça, suite au stent, rééducation à l'hôpital Sud. 3 fois par semaine, il allait en ambulance de Villard-de-Lans jusqu'à Grenoble. Il se faisait prendre en charge par un kiné. Un kiné qui était légèrement enveloppé, qui allait fumer sa clope et draguer les nanas pendant la moitié des séances d'entraînement. C'est ce qu'il me disait lui. Et même, il donnait les mêmes séances d'entraînement. Je ne dis pas que tous les kinés sont comme ça, c'est pas ce que je dis. Je dis que ce kiné-là était incompétent. Et après ça, ce qui se passait aussi après, c'est qu'il faisait faire les mêmes séances d'entraînement à tous, une demi-heure à 1 heure, à 6 km/h sur tapis roulant. 6 km/h, je vous ai dit que ça fait environ 6 mètres. Donc, est-ce que tous les patients sont capables de faire ça? Non. Même à un moment donné, pendant qu'il fumait sa clope, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un patient qui ne savait pas comment arrêter le tapis parce qu'il ne lui avait pas montré, et que c'est les autres patients qui ont été obligés d'arrêter le tapis. Donc, quand je vois des choses comme ça, je ne dis pas que c'est tous les kinés, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire, ce kiné-là était à l'évidence incompétent. Et quelques mois après avoir subi pendant 6 semaines ces séances-là qui ont coûté des milliers et des milliers d'euros, parce que vous imaginez, l'intervention, l'ambulance,
etc., il se faisait mettre un autre stent. Donc, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il faut qu'on ait des gens compétents. Mais je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai dit kiné à côté. Non mais c'est, sans vouloir monopoliser la parole, je vois l'aspect dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a aussi un certain nombre d'éducateurs sportifs qui ont développé des compétences sur le terrain parce qu'à un moment donné, ils ont été confrontés à la réalité du handicap ou de la maladie chronique et qu'à un moment donné, ces gens-là sont aussi en mesure, et je le dis suffisamment à l'aise puisqu'on est dans un milieu à part aujourd'hui, mais on parlait tout à l'heure dans la voiture en venant d'un éducateur qui est moniteur d'escalade, qui travaille depuis 5 ans avec des malades respiratoires chroniques sévères et qui a véritablement développé une vraie compétence d'accompagnement. Et je ne veux pas aujourd'hui me priver des compétences de cette personne-là quand je suis susceptible d'organiser des projets destinés à des malades respiratoires chroniques. Je conçois. Je conçois très bien ça. Mais si ça allait sur la compétence plutôt que sur les diplômes, ce serait encore mieux à mon avis. J'espère que dans le cas des APA, la compétence va avec le diplôme. Autre question? Oui. Juste un instant aussi, là, c'est parce que là, je vois beaucoup de professionnels. Après, le professionnel qui va parler ici, ce serait bien que ce soit des étudiants aussi qui parlent. Soyez pas gênés. Ben moi, tu m'arrêtes quand c'est fini, et moi, ça fait 41 minutes 20 secondes que je parle. Deux choses importantes à dire. Moi, je te revois. Il faut que les APA soient en valeur. Il faut absolument que vous ayez un ordre. La convention soit médicale ou paramédicale, il faut un interlocuteur. Donc, il faut un ordre. Deuxième problématique, effectivement, la kiné. Moi, je travaille dans une zone où il y a en gros entre 24 et 25 kinés. Et hier, on était encore en congrès du BPCO, donc nous entendons la pratique chronique. Et dans la zone où on travaillait, on a tous admis en tant que médecin que sur les 24 ou 25 kinés qui existent dans la zone où on travaille, il n'y en a qu'une seule qui était capable de faire une bonne rééducation respiratoire. Une. Donc ça me laisse perplexe quand même. Donc c'est vrai qu'au niveau APA, il vous faut absolument faire un ordre, parce que c'est votre argument principal, parce que quand il y a des conventions, quand il y a des discussions au niveau du ministère, il faut qu'il y ait un représentant efficace. Il ne faut pas partir dispersé. Voilà. Une question d'étudiant, moi. Ouais, s'il vous plaît. Un étudiant, une étudiante. Ah, ils sont gênés, les étudiants. Ah, il y en a un là-bas. Est-ce qu'il serait possible de, par exemple, créer une sorte de partenariat avec les kinés pour que, par exemple, quand un kiné ouvre son cabinet, qu'il puisse intégrer directement un APA avec lui? Ça existe déjà. Oui, mais parce qu'ils sont peut-être amis de base, mais c'est pas quelque chose de commun. C'est pas une mauvaise idée de travailler en collaboration, moi j'ai rien contre. Hein. J'ai l'exemple d'une amie qui est en Bretagne, qui elle a réussi à créer, donc elle a créé son statut d'auto-entrepreneur, mais elle travaille du coup avec une équipe de kinés qui ont un cabinet. Et ils essayent de mettre en place un programme où va apparaître du coup des séances de kiné qui vont être spécifiques en fonction des besoins des patients et un programme d'APA qui va permettre du coup de pouvoir vraiment avoir cette combinaison kiné-APA, et je pense que c'est ce que disait Gilles, de pouvoir vraiment avoir cette combinaison entre les deux et ne pas vouloir essayer d'avoir soit l'APA soit le kiné, et en effet même les patients peuvent vraiment nous dire qu'ils ont autant besoin du kiné que de l'APA, surtout dans des prises en charge sur de la maladie chronique, d'autant plus respiratoire, en tout cas pour mon cas. Une dernière question. Fini. Donc, j'ai présenté un point de vue de l'évaluation et du traitement éventuellement métabolique, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres aspects. Moi, j'ai dit que c'était un outil. Que ce soit clair. Je n'ai pas dit que c'était toute la santé et tout le métier des APA. Mais évidemment, j'ai présenté ma spécialité. Et je pense que c'est important de ne pas dire seulement que l'activité physique, c'est une grosse pilule qui aide à soigner les gens, mais qu'on peut se dire, dans certains cas, particulièrement dans les maladies métaboliques, que lorsqu'on augmente par des méthodes, lorsqu'on dépiste, qu'on évalue, qu'on diagnostique et qu'on traite,
qu'on soit capable d'améliorer la santé et que ce soit les appâts des intervenants. Sur ce, je vous remercie. Monsieur Chalabi, qui est médecin généraliste sur Aucamville et qui va nous parler donc de la place du médecin généraliste dans la prescription d'activité physique adaptée.